Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. 139 millions de dollars pour les jeunes. L'argent sert à financer le projet créateur d'emplois. Ce programme a été présenté ce matin au barre de fonds. Comment impliquer les jeunes dans le processus du dialogue social? La question est en débat ici à Conakry. C'est à la faveur du forum social qui se tient au Palais du Peuple ici à Conakry. Et puis 4 morts, plusieurs blessés, 7 ans et un disparu. Les pluies diluviennes font des victimes à Conakry. Les enfants sont les plus exposés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention. Le président de la République, professeur Alpha Condé, poursuit son séjour de travail à Rome, en Italie. Il a rencontré hier les investisseurs italiens. Les échanges ont porté sur les questions de développement et de coopération. Nous vous proposons un extrait du discours du président de la République, professeur Alpha Condé. La Guinée est un pays ouvert. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre Renzi à New York. Nous avons beaucoup discuté. Et j'apprécie beaucoup l'initiative qu'il a prise au niveau de l'Union européenne pour qu'il y ait moins d'immigration. Et je dois présenter aussi mes condoléances pour ce qui est arrivé au peuple italien avec les Sénégalais qui ont été massacrés à Bangladesh. Donc j'ai dit aux hommes d'affaires, la Guinée n'est pas une chasse gardée. La Guinée est un pays ouvert. Et lorsque Hollande voyage, il veut vendre le Rafale. Lorsque Obama voyage, il veut vendre le Boeing. Moi, quand je voyage aussi, je veux vendre la Guinée à tout le monde. Donc, les investisseurs italiens seront les bienvenus. La Guinée n'est pas une chasse gardée. Votre capitale, Conakry, a connu ces dernières années un développement immobilier important, avec un trafic urbain difficile. Avez-vous un programme de construire une nouvelle capitale administrative? Non, vous savez, les construire une nouvelle capitale, ça pose tout le problème. Mais Conakry, ce n'est pas une ville. C'est pourquoi nous avons signé un accord avec la société qui a transformé Singapour. Nous avons signé l'accord avec cette société pour dire Conakry en 2040. Donc à la fin de l'année, nous aurons un premier schéma pour la transformation de la ville de Conakry, mais en tenant compte de ce qu'ils vont nous proposer, pour que ça ne soit pas développé de façon anarchique. Ensuite, avec le programme des maisons sociales, nous voulons délocaliser les populations du centre vers l'extérieur afin de pouvoir transformer le centre qui est resté depuis la période coloniale. C'est les mêmes maisons qui sont aujourd'hui des taudis. Mais nous avons donc notre politique urbaine va être un peu sur le modèle de Singapour. C'est pourquoi nous avons choisi cette société pour que, en partant de ce que la Guinée va être en 2040, donc tout ce que nous allons faire maintenant, c'est pour évoluer vers ce que sera Conakry en 2040. Quels sont les projets que vous considérez prioritaires ou vous souhaiteriez en présence, en implication directe des investisseurs et des opérateurs économiques italiens? Bon, notre priorité aujourd'hui, pour la Guinée comme pour l'Afrique, c'est l'énergie renouvelable. Nous avons, au niveau du COP21, nous avons insisté pour que l'Europe nous accompagne. Moi-même, j'ai été désigné par l'Union africaine comme président chargé de l'énergie renouvelable. J'ai eu le président de recevoir tout à l'heure une lettre du président Hollande. J'ai rencontré le président Juncker à Saint-Pétersbourg pour que l'Europe qui a promis 3 milliards par an puisse donner les 3 milliards d'ici COP22. Donc la priorité d'abord c'est l'énergie. Lorsque j'étais à Davos, au dernier Davos, tout le monde se plaignait de l'alentissement de l'économie chinoise. Moi j'ai dit que c'est une chance pour l'Afrique parce que avec nos potentialités, si nous maîtrisons l'énergie et les nouvelles technologies, l'Afrique peut devenir l'usine du monde, c'est-à-dire remplacer la Chine pour ravitailler l'Europe dans les industries qui emploient beaucoup de main-d'œuvre. Et ensuite, en 2050, nous serons plus près que la Chine, donc ce sera aussi un grand marché. Donc le problème pour nous aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'énergie. Et deuxièmement, l'agriculture, parce que pouvoir nourrir les populations, et c'est l'agriculture qui peut donner le plus d'emplois. L'Afrique a 70% de la population en moins de 30 ans. Donc notre grand challenge aujourd'hui, c'est l'emploi jeune. Donc l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et l'agro-industrie. Voilà les priorités que nous avons aujourd'hui. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cet entretien après ce journal.
Ici à Conakry, le gouvernement guinéen a présenté ce matin au bailleur de fonds le programme national d'insertion socio-économique des jeunes. Le montant s'élève à 139 millions de dollars américains. Il vise à financer les projets créateurs d'emplois. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la rencontre. Le point avec Adi Kamara. Les jeunes au cœur du programme national d'insertion socio-économique. Une couche qui représente 76% de la population guinéenne. Plus de 30 projets sont identifiés dans ce programme national. 13 départements ministériels sont concernés. C'est pourquoi ici, chefs d'entreprise, représentants de la société civile, bailleurs de fonds et autres employeurs étaient mobilisés pour voir ensemble comment parvenir à assurer le financement des projets destinés à améliorer l'employabilité des jeunes. Environ 250 jeunes arrivent actuellement sur le marché de l'emploi. Cet objectif est au cœur des défis de notre plan national de développement économique et social que le gouvernement est en train d'élaborer et dont l'objectif vise à assurer une transformation structurelle de l'économie à l'horizon 2020. Il s'agira notamment d'aider les jeunes à se doter de profils professionnels et leur offrir des opportunités d'emploi décents, contribuant ainsi à la création de revenus, la stabilité sociale et la consolidation de la paix. Ce programme n'a omis aucun aspect du développement et de promotion des activités de la jeunesse, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie, l'artisanat, le commerce, le tourisme, le sport et la culture. Des secteurs porteurs de croissance qui méritent d'être soutenus et encouragés par les partenaires techniques et financiers. Le présent programme sera exécuté sur une période de 4 ans, de 2016 à 2020, en 2 phases pour un coût global estimé à 139 millions de dollars et mettant en œuvre une trentaine de projets de différents secteurs. In fine, ce programme devra renforcer les synergies entre les différents dispositifs existants en Guinée à travers la mise en place d'un mécanisme de coordination unique. L'ancrage institutionnel du programme à travers un comité de suivi et de coordination devra garantir à la fois l'interministérialité de son action et ses dimensions d'impulsion, d'orientation et de contrôle. Le dispositif sera complété par une unité de gestion décentralisée. C'est une démarche multisectorielle initiée par le président de la République, professeur Alpha Condé, pour atténuer les effets négatifs de la maladie à virus Ebola et permettre à des milliers de jeunes d'avoir accès à l'emploi et d'intégrer la citoyenneté dans leur comportement quotidien. La multitude et la diversité des acteurs concernés par ce programme mettent en évidence la nécessité d'assurer une intervention concertée et harmonisée pour relever le défi de l'insertion des jeunes. Au moment où nous entrons dans la phase de mise en œuvre de ce programme, je voudrais, au nom du gouvernement et du président de la République, son Excellence, professeur Alpha Condé, adresser à tous ces acteurs notre entière satisfaction et nos sincères remerciements pour la qualité de leurs contributions respectives. Je voudrais également inviter la jeunesse à soutenir par leur engagement et leur implication dans ce programme tous les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires pour favoriser leur insertion socio-économique. Je voudrais aussi inviter les jeunes activement au maintien d'un climat de paix et de stabilité sociale indispensable au succès de ce programme. Pour l'exécution de ce programme national d'insertion socio-économique des jeunes, les bailleurs de fonds et autres partenaires techniques et financiers sont déjà informés et les ministères concernés sont à pied d'œuvre pour la mobilisation des fonds en faveur des jeunes tant en milieu urbain que rural. Dans l'actualité encore, la 5e édition du Forum social ouest-africain s'est ouverte ce mercredi à Conakry. 12 pays de la CEDEAO participent à cette rencontre. Au menu des débats, la consolidation du système démocratique en Afrique, le rôle de la jeunesse dans le processus de dialogue social et la lutte contre le terrorisme. Younes Atawel Kamara signe ce reportage.
La société civile ouest-africaine se penche actuellement sur les défis de gouvernance dans un contexte de crise politique, socio-économique et sécuritaire. Le thème regroupe tous les acteurs concernés à Conakry. Il s'agit pour les participants de débattre de toutes les questions liées au développement du continent, mais également le rôle de la jeunesse dans le combat contre les maux dont souffrent les pays africains. Il faut que les citoyens s'organisent pour mieux résister face à ces choix politiques et économiques. L'endettement, le paiement de la dette qui ne finit pas, les programmes d'ajustement structurel, la mise sous tutelle de notre économie par le contrôle des institutions financières internationales sont tant de maux dont souffre le système de gouvernance du continent africain. Pour sortir du continent de tous ces maux, de toutes ces difficultés, à mon avis, il faut compter sur les jeunes. La jeunesse africaine qui est très importante au vu du fait que le monde vieillit de plus en plus, l'Europe, l'Amérique, etc. Aujourd'hui, l'Afrique, 65% de la population africaine est jeune. Donc on ne peut pas reconstruire le continent africain. Développer le continent africain, ça passait par cette jeunesse. La construction du système démocratique, la problématique de l'unité nationale en Afrique et le terrorisme seront abordés aussi au cours de ces 4 jours de travaux. Pour ce 5e forum social ouest-africain, les partenaires affichent leur détermination à accompagner les projets de ces organisations. Nous avons plusieurs manières de travailler avec les organisations de la société civile, que ce soit comme partenaires dans la mise en œuvre de nos programmes, que ce soit comme bénéficiaires de nos financements pour le renforcement de leurs propres capacités, ou que ce soit comme partenaires de dialogue, dialogue et d'éveil, puisque pour nous c'est important d'avoir ce dialogue avec les structures de la société civile, savoir ce qui se passe dans la société et adapter nos orientations en fonction du retour des analyses qu'on a des partenaires sociaux. 12 pays de l'espace CEDEAO sont représentés à ce forum de Conakry. Les recommandations qui vont sanctionner ces travaux permettront d'harmoniser leur vision pour le développement de la sous-région. Et puis une mission d'évaluation de la CEDEAO séjourne à Conakry. Elle vient de s'entretenir avec la Confédération des entreprises de Guinée, CEPEG, sur les avantages liés au texte de loi qui régissent les activités des opérateurs économiques. La mission compte organiser une série de formations à cet effet. Safia Tokonde signe son reportage. Évaluer le niveau de compréhension des différents opérateurs économiques de Guinée par rapport au texte de loi régi par la CEDEAO, faire connaître le code des investissements à travers l'Afrique. Voilà les 2 sujets à l'ordre du jour. La Confédération patronale des entreprises de Guinée et une mission d'évaluation commanditée par la CEDEAO se concertent. La mission sillonne des pays de la sous-région pour expliquer les avantages économiques des textes en vigueur. Son rôle est de relever les contraintes, mais aussi recenser les contraintes économiques qui s'opposent aux États. Pour la Guinée, ces textes de loi sont méconnus par les secteurs concernés. Une vulgarisation est donc nécessaire pour toucher un large nombre d'opérateurs. Aujourd'hui, la CEDEAO a permis de mettre en place un très vaste marché et nous sommes venus nous rendre compte de ce que les entreprises guinéennes occupent ce marché-là. Est-ce qu'il y a des centrales à circulation des marchandises de la Guinée vers d'autres pays? Est-ce que les principes du travail extérieur commun, qui sont notamment la nomenclature des droits et tâches, mais également les mesures d'accompagnement, est-ce que ces mesures sont appliquées ici en Guinée? En plus de la contrainte budgétaire causée par le passage de l'épidémie d'Ebola, l'économie guinéenne a besoin d'un second souffle pour son épanouissement. Pour ces consultants de la CEDEAO, l'Afrique doit mieux se battre pour garantir la protection de ses investissements. Un cabinet international de normalisation des marchés publics vient d'ouvrir ses portes en Guinée. ICP entend accompagner la Guinée dans le cadre de gestion et de normalisation des passations des marchés. La cérémonie d'inauguration a mobilisé plusieurs personnalités du pays. Bakary Bambakonde. Comment redynamiser et normaliser les marchés publics et privés guinéens? Le cabinet international consultant for Procurement, ICP, veut trouver la réponse à cette interrogation. Il s'agit du premier cabinet en Afrique au sud du Sahara spécialisé dans la gestion. Depuis la dernière réforme des marchés publics,
nous pensons qu'il y a un certain nombre d'activités à réaliser et nous venons voir dans quelle mesure nous pourrons participer à l'appui en faveur de ces nouvelles activités qui vont être mises en place. Partout où nous évoluons, nous voulons faire en sorte et faire comprendre à l'ensemble des acteurs du système de marché public que l'argent public n'est pas un bien vacant et sans maître. Le cabinet ICP, avec son expertise, se focalise notamment sur 4 principaux axes: la technologie, le conseil, l'assistance, la formation et l'audit. Il vise à accompagner les États africains pour le bon fonctionnement et la transparence des marchés. Le directeur général de ce cabinet est passé ici comme consultant à la Banque mondiale. Il a beaucoup apporté au système de passation des marchés en Guinée. Il a fait énormément de cliniques pour améliorer le système de passation en Guinée. À partir du moment qu'il s'est mis dans le schéma de consultant indépendant, ce cabinet apporte énormément au système de passation guinéen. International Consulting for Procurement a son siège social à Bamako, la capitale malienne. Il a été créé en Guinée depuis mars 2008. Cette fois, l'ouverture officielle de ses portes témoigne de la volonté de sa direction générale à réellement démarrer ses activités pour booster les marchés publics et privés en Guinée. L'autre temps fort de cette édition, plus de 500 000 enfants sont touchés par la malnutrition en Guinée. C'est le ministère de la Santé qui donne ces chiffres. La question est préoccupante. La première dame de la République, Aya Yenekondi, lance un appel en direction des institutions internationales pour venir au secours des enfants malnutris. On l'écoute au micro de Ali Badara Kandé. Les solutions à la malnutrition en Guinée sont à portée de tous, à commencer par une bonne alimentation de la femme enceinte, la régularité des consultations prénatales, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois suivi de l'introduction des aliments de complément adéquats riches en vitamines, fruits et légumes, la surveillance régulière de la croissance à travers le carnet de santé dans les structures de santé et au niveau communautaire, la vaccination des enfants, la consommation des aliments riches et variés dont regorge la Guinée, l'éducation des jeunes filles, nos futures mamans, le respect des mesures d'hygiène. Engageons-nous tous en faveur de la promotion d'une alimentation saine et équilibrée pour une Guinée prospère. Disons non à la malnutrition en Guinée. Non à la malnutrition en Guinée, des propos recueillis par Ali Badara Kondi. Santé encore, avec la tenue à Conakry d'un atelier axé sur les bonnes pratiques en santé maternelle. Cette rencontre de 4 jours vise à identifier les stratégies censées réduire le taux de mortalité maternelle en Guinée. Adiatou Bari. En Guinée, le taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile reste toujours élevé. Ce, en dépit des efforts consentis pour sa réduction. Selon les statistiques, 11 femmes meurent chaque jour des suites d'accouchement, soit un ratio de 774 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les complications obstétricales, les retards dans les soins et la prise de décision pour les cas d'urgence sont les principales causes de décès. Face à la situation, une soixantaine de professionnels de la santé travaillent sur l'identification des bonnes pratiques en santé en vue d'inverser la tendance. Nous voulons savoir qu'est-ce qui marche d'abord en termes de réforme institutionnelle. En second lieu, qu'est-ce qui marche en termes de pratiques en ressources humaines. Ensuite aussi, on verra comment on utilise les technologies sanitaires pour améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. Cette rencontre axée sur le processus d'évaluation des bonnes pratiques en santé est un programme de l'Organisation ouest-africaine de la santé. L'institution compte près de 15 membres qui doivent élaborer des méthodologies différentes sur les bonnes pratiques sanitaires selon les spécificités du pays. Notre seule ambition, c'est de sortir ici avec 3 bonnes pratiques que nous allons pouvoir documenter avec les techniciens de l'OAS, les venus nous aider à mettre ça au point. Au terme de la rencontre de Conakry, un guide de bonnes pratiques en santé sera élaboré pour être transcrit dans un document de référence. Le document sera présenté lors du 2e forum de la CEDEAO prévu en octobre prochain à Abidjan.
On ne change pas de registre. 20 000 doses de vaccins contre la fièvre jaune. C'est un don de la société Rusal. Les pèlerins guinéens bénéficieront de ces vaccins. La remise a eu lieu à la pharmacie centrale de Guinée en présence du ministre de la Santé, Mamadou Alpha-Badi. Reportage. Cette remise symbolique marque le don de 20 000 doses de vaccins contre la fièvre jaune à la Guinée. Le geste est de la Fédération de Russie à travers la société Rusal. Avec les préparatifs du pèlerinage 2016, ces vaccins viennent ainsi renforcer le dispositif sanitaire mis en place pour l'opération. Plus de 7000 Guinéens sont attendus en Terre Sainte dans quelques semaines. L'une des activités clés de la préparation des pèlerins, c'est la vaccination. Donc il y a 2 vaccins qui sont obligatoires pour les pèlerins. C'est le vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin contre la méningite. Et donc ce don de la Fédération de Russie de 20 000 doses de vaccins vraiment nous permettra de faire face à cette activité de vaccination qui rentre dans le cadre de la préparation de nos pèlerins. Au monde, la Russie fait partie des 7 pays capables de produire le vaccin contre la fièvre jaune. La qualité de produit donné à la Guinée est utilisée depuis plus d'une quarantaine d'années. Que le vaccin est arrivé en Guinée sur la demande de son Excellence président, professeur Alpha Condé. Pour nous, c'est particulièrement agréable que l'événement d'aujourd'hui, la remise d'un don de vaccins russes contre la fièvre jaune, c'est la première action réalisée par Rusal après la visite de son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé en Russie. Cette aide humanitaire de Rusal est très symbolique aujourd'hui quand les relations russo-guinéennes prennent de l'ampleur. La partie russe se félicite de la visite officielle en Russie du président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé. Son rencontre avec le président Vladimir Poutine. La mise à disposition de ce lot de vaccins permettra à la Guinée de parer à toute éventualité de nouveaux cas de fièvre jaune dans le pays. Politique, le RPG Arc-en-Ciel s'est réuni ce soir au siège du parti à Bessia. Au cours de cette rencontre extraordinaire, les responsables du parti majoritaire ont pris acte des dernières déclarations du président de l'UFDG. Ils ont toutefois invité les populations au calme, à la vigilance et au renforcement du tissu social. Nous vous proposons un extrait de cette déclaration. Peuple de Guinée, le RPG Arc-en-Ciel a suivi avec attention la toute dernière déclaration de Mamadou Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, député à l'Assemblée nationale, lors de ses meetings tenus les 9 et 10 juillet 2016 à Bessia et à Matoto Centre, demandant au peuple de se lever pour chasser un président démocratiquement élu. Citation: il faut que les Guinéens se mobilisent pour exiger le départ d'Alpha Condé. Fin de citation. Le RPG Arc-en-Ciel prend acte de cette déclaration. Le RPG Arc-en-Ciel reste convaincu que ces manifestations récurrentes de Mamadou Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, député à l'Assemblée nationale, ne visent nullement la relance du dialogue politique, mais la déstabilisation des institutions de la République à travers un coup d'État. Face à cette situation, le RPG Arc-en-Ciel prend à témoin la communauté internationale, les institutions républicaines, la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations de coordination régionale, les confessions religieuses sous les agissements de Mamadou Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, député à l'Assemblée nationale, tendant à saper les valeurs démocratiques chèrement acquises par le peuple de Guinée. Le RPG Arc-en-Ciel lance un appel au peuple de Guinée d'observer le calme, la vigilance et à défendre l'unité nationale afin de continuer l'œuvre démocratique
entamée par le professeur Alpha Condé. Vive la... Et puis, l'usine des ciments de Guinée vient de se doter d'un système de dépoussiérage de dernière génération. Cette unité industrielle a investi plus de 2,5 milliards de francs guinéens. C'est le ministre de l'Industrie qui a présidé le lancement de cet équipement. Nous y reviendrons dans de prochaines éditions d'information. La lutte contre la mendicité et l'exploitation des enfants handicapés à Conakry, une campagne de sensibilisation a été lancée dans ce sens par l'ONG FEGIPA en partenariat avec l'USAID et le gouvernement guinéen. La démarche vise à faciliter l'insertion sociale des personnes handicapées. Cheikh Sankon, reportage. Soumettre les enfants handicapés à l'exploitation est un facteur qui exclut cette frange non négligeable de la population guinéenne à la vie de la nation. Comment freiner ou éradiquer ces pratiques dans notre société? La question préoccupe la FEGIPA, les ONG humanitaires et le gouvernement guinéen. La tenue de cette session de sensibilisation au même moment dans les 5 communes de Conakry obéit à cette optique. La mendicité, ça résume l'individu à la plus petite expression. C'est la perte de la dignité humaine. Donc nous devons accepter de redonner le blason, que les Guinéens acceptent de se déployer, de faire des efforts et abandonner cette mendicité et amener même les familles à lutter contre cette mendicité, à ne pas sortir les enfants dans les rues, quelle que soit leur situation. Accepter de mettre les enfants à l'école, de les faire occuper par un petit métier. Financé par l'USAID en partenariat avec le gouvernement guinéen, la présente session qui devrait s'étendre sur l'ensemble du territoire national va favoriser une mobilisation sociale dans la lutte contre ces fléaux. Pour la FEGIPA et ses partenaires, la demande n'a rien d'extraordinaire. Il s'agit simplement de favoriser l'intégration des personnes handicapées à la vie de la nation. 4 morts, 3 blessés et 1 disparu. Je vous disais en titre, c'est le triste bilan de l'inondation survenue ce matin à Anta Marché, dans la commune de Matoto. Les victimes sont des enfants. La construction anarchique serait la cause principale de ce drame. Douleur et consternation. Aboubakar Junior Camara, Rose Pocho, reportage. Tout est parti de là. Cette clôture de ce centre de santé en chantier a bouché la voie à l'eau de ruissellement. Depuis près de 24 heures, il pleut abondamment sur Conakry et cette clôture a cédé sous la pression de l'eau. 4 adolescents, 3 blessés graves et un porté disparu. C'est l'eau de ruissellement qui est venue inonder nos maisons. L'eau choisit toujours son chemin. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels et humains. 4 personnes ont trouvé la mort dans notre concession. L'eau est aussi rentrée dans d'autres concessions voisines, mais par la grâce de Dieu, ils ont été épargnés. Depuis les premières heures de la matinée, la sécurité est mobilisée sur les lieux. Il faut que les autorités à tous les niveaux, surtout au niveau technique, viennent voir dans ce quartier pourquoi ils font souvent l'objet d'inondations. Il y a déjà plusieurs informations sur les causes. Comme on n'est pas technicien, on ne va pas s'aventurer sur cette piste, mais nous sollicitons l'arrivée des techniciens de façon imminente pour venir faire le constat réel. Consternation et regret dans ce quartier de la haute banlieue. Le père de famille est pour le moment inconsolable. J'étais couché avec mes enfants quand la grande pluie a commencé. Soudain, j'ai entendu un cri dehors. C'était le mur de notre concession qui s'était effondré. Les voisins sont venus me soutirer sous le mur, mais mes 3 enfants sont décédés. Ces premières pluies diluviennes à Conakry ont causé également des inondations dans plusieurs quartiers. Dans ce secteur Afrikof, ici à Antanor, aucun caniveau d'évacuation d'eau de ruissellement n'est visible. Bouché ou inexistant, il y a urgence, tout comme dans d'autres quartiers de la capitale. C'est bien dramatique. Et puis cette information qui vient de nous parvenir à l'instant même, la commission technique de la Fédération guinéenne de football a porté son choix de sélectionneur du Sidi national sur Lapé Bangora. L'ancien entraîneur du Auréa succède ainsi à Luis Fernandez, démissionnaire. Lapé Bangora est donc le nouvel entraîneur du Sidi national après une série d'évaluations de la candidature de 43 entraîneurs de haut niveau.
C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Beaucoup vous soyez dans le monde. À demain. La situation sociopolitique de la Guinée est au menu de cette rencontre entre professeur Alpha Condé et les hommes d'affaires italiens. Objectif, inciter ces chefs d'entreprise italiens à venir investir massivement en Guinée, dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Très peu de dirigeants font ce qu'ils disent, ou même ce qu'ils ont dit. Or lui, il fait ce qu'il a toujours dit. Nous pensons que le président Alpha est sur cette lignée de Nelson Mandela. Parce qu'il veut la réconciliation pour son peuple. Il veut la paix. Il veut la démocratie. Il veut la démocratie. Il a gagné ses élections au deuxième tour, en rassemblant pour le deuxième tour toutes les forces démocratiques derrière lui et qui l'ont soutenu. Mais le parcours, c'est en tout cas un parcours qui est riche de choses importantes. Tu dis quelque chose sur ça? On choisit, lorsque nous étions jeunes, nous avons voulu que l'Afrique se libère et s'unisse. Donc c'était normal qu'on s'engage. Oui, c'est ça. Et la Guinée, avant votre arrivée, était considérée un pays infréquentable. Et votre élection suscitait beaucoup d'espoir. Quelle Guinée vous avez trouvé à votre arrivée au pouvoir? Disons, quand j'ai été élu, j'ai dit que j'héritais d'une nation, pas d'un État. En effet, la gestion des militaires sous le feu président Lansana Conté, mais surtout sous la transition, a été catastrophique. On n'avait aucun rapport avec les institutions financières, Fonds monétaire, Banque mondiale. On n'avait pas encore obtenu des PPTE, etc. Et nos potentialités qui sont énormes n'avaient pas été développées. Donc il fallait renouer avec les organisations internationales, rétablir l'équilibre macroéconomique afin de mettre le pays sur les rails. Nous avons réussi en 2 ans à obtenir l'annulation de la dette des PPTE, de 2 tiers de la dette. Nous avons réduit l'inflation, nous avons remonté les réserves de la Banque mondiale. Malheureusement, il y a eu l'Ebola pendant 2 ans qui a anéanti nos efforts. Mais grâce à Dieu, l'Ebola est derrière nous et la Guinée repart de nouveau. Et nous allons finir le programme formel avec le fonds en octobre, ce qui va donc nous permettre d'avoir un autre programme moins contraignant avec le fonds monétaire, afin de pouvoir... parce que vous savez, la macroéconomie, c'est bien, mais ça ne nourrit pas la population, ça ne change pas l'assiette. Mais elle est importante si on veut changer les conditions de vie. Donc, là, nous sommes maintenant à la phase de transformation de notre pays. Et quel était le bilan de votre premier mandat? Et quel était l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'économie de votre pays? Quand je suis arrivé, le premier défi, c'était l'armée. En effet, on a eu une armée qui était un État dans l'État. Vous voyez les chars dans les rues, les blindés, les militaires se promenaient avec les Kalachnikov, ils montaient dans les véhicules avec les Kalachnikov, etc. Et le peuple avait vraiment peur de l'armée. Et tout le temps, il y avait des mouvements militaires, de contestation. J'ai engagé avec le soutien de la communauté internationale la réforme, qui nous a amené à mettre 4000 militaires à la retraite, à créer une structure pour que désormais, parce que vous savez, pour que les gens évoluent normalement, lorsqu'on m'a attaqué, il y a eu une tentative d'assassinat contre moi, les jeunes militaires qui m'ont gardé et qui ont été héroïques, j'ai fait monter en grade jusqu'au maire. Arrivé au grand adjudant, j'ai dit, je ne peux pas vous nommer sous-officier sans que vous alliez à l'école militaire. J'ai dit, président, on est d'accord, mais est-ce que vous savez qu'il y a des colonels qui ne savent même pas écrire leur nom? Ça, c'était l'armée guinéenne. Donc la première chose, il fallait faire cette réforme, et grâce à la communauté nationale,
Aujourd'hui, l'armée guinéenne est une armée républicaine qui ne fait plus peur au peuple. Il y a 2 ans, j'étais parti à Zéro Corée pour les fêtes d'indépendance tournantes. Avant ça, il y avait eu quelques événements et la population s'était réfugiée au camp. Je leur ai demandé au meeting, il y a 2 ans, est-ce que vous serez réfugiés au camp? Évidemment, tout le monde a protesté. Aujourd'hui, la population a confiance en l'armée. Ça, je pense que c'est la réforme la plus importante. La deuxième, c'est d'avoir réussi le PPTE, c'est-à-dire l'annulation du 2 tiers de la dette. Et ensuite, de relancer l'économie, l'agriculture qui était abandonnée. Nous avons fait un pacte avec les paysans. Moi, je leur fournissais sur le champ l'engrais et les herbicides à moitié prix. Et eux, ils s'engageaient à augmenter la production. Mais surtout, notre grand problème, c'était l'énergie. Conakry était la ville la plus sombre d'Afrique de l'Ouest. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai lancé le programme de Caleta, un barrage de 240 MW que nous avons inauguré il y a 1 an, ce qui a permis d'éclairer Conakry aujourd'hui. Et nous venons de lancer le 2e barrage Swapiti, qui est un barrage de 450 MW. Mais évidemment, mon objectif était d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout l'emploi jeune et l'autonomisation des femmes. Cela reste encore entier. Donc il y a encore un très grand chantier. Lors de l'élection pour votre 2e mandat, vous avez réussi à passer au premier tour. À quoi attribuez-vous ces succès? Bon, je pense que d'abord à la campagne, les paysans n'avaient presque jamais d'engrais. Les paysans ont été accompagnés, on a mis des tracteurs à leur disposition, on les a encadrés, etc. Ils ont pu augmenter leur production. Deuxièmement, la préoccupation des Guinéens en ville, c'était l'énergie. Donc les gens disaient, le gouvernement qui va nous donner de l'énergie, on sera derrière ce gouvernement. Donc à la campagne, les paysans avaient des raisons, mais en ville, c'est surtout le fait qu'on a mis l'énergie à la disposition de tout le monde. Je pense que ça a beaucoup joué dans la mobilisation populaire. Et la Guinée est un pays riche. On la considère un scandale géologique pour toutes les richesses minérales. Quelle politique avez-vous mise en place pour ces secteurs si stratégiques pour votre pays? Vous savez, quand je suis arrivé, ma première occupation, c'était de faire un nouveau code minier qui défend les intérêts de la Guinée. Et ça, nous avons été accompagnés par les organisations internationales qui nous ont aidés à faire un code qui défend les intérêts de la Guinée. Vous savez, nous avons le minerai de fer le plus riche au monde, qui est une exploitation de plus de 100 ans, qui est le Simandou. Malheureusement, Rio Tinto, qui avait cette mine, l'avait un peu gelé, parce que vous savez, nous sommes un peu concurrents de l'Australie, qui a des minerais de fer beaucoup moins riches. Or, le minerai de fer de Guinée, c'était presque du fer pur. Si ça venait sur le marché, évidemment, ça condamnait le minerai de fer australien. Et Rio Tinto avait retardé. Quand je suis venu, j'ai imposé une pénalité de 700 millions de dollars à Rio Tinto pour avoir signé sans l'accord du gouvernement guinéen avec Chinalco. Malheureusement, le prix du fer est passé de 780 à 50. Or, pour exploiter, il faut un chemin de fer de 1000 km et un port en eau profonde. Ce qui a donc un peu déréglé notre politique minière, parce que le fer, Simandou devait être le fer de lance de l'économie guinéenne. Mais nous avons beaucoup d'autres richesses, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous privilégions l'exploitation de la bauxite. Jusqu'à l'année dernière, avant mon arrivée, la Guinée n'a jamais pu exporter plus de 15 millions de tonnes. Et cette année, nous allons exporter plus de 30 millions et l'année prochaine, plus de 60 millions. Ensuite, nous avons relancé sérieusement l'exploitation de l'or et du diamant. Nous avons d'autres matières premières qui sont des indices. Actuellement, nous sommes en train de faire la géophysique pour pouvoir exploiter ces autres matières. Mais les mines, ce n'est pas les mines qui vont développer le pays. Le pays, c'est l'agriculture et l'agro-industrie et les infrastructures. Les mines doivent nous servir à pouvoir faire des investissements et avoir un fonds souverain. C'est pourquoi ma politique est basée sur l'agriculture et l'agro-industrie. On a développé l'agriculture. Aujourd'hui, grâce à l'énergie, nous pouvons développer l'agro-industrie. C'est ainsi que nous sommes en train de construire. Nous avons fait une usine d'engrais, nous sommes en train de faire une usine d'alimentation de bétail pour être autonome aussi. C'est-à-dire produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Mais la Guinée aussi a un grand problème, c'est les infrastructures routières. Là aussi, nous avons commencé le travail et nous continuons. Donc, au fond, c'est l'agro-industrie, les infrastructures, l'énergie et la transformation de la matière première en produits finis.
On dit que vous avez d'excellentes relations avec les Américains et la France. Ce sont votre partenaire privilégié. Quelles sont votre relations avec l'Italie? Vous savez, la Guinée a une chance par rapport aux autres pays francophones. On a pris notre indépendance dans une situation conflictuelle. Ce qui fait que les Guinéens tiennent beaucoup à la souveraineté. La Guinée est un pays ouvert. Bon, bien sûr, je connais beaucoup de monde. J'étais membre de l'International socialiste, je connais bien le président Hollande. Mais je connaissais aussi Veltroni, puisque nous avons fait des réunions ensemble. Je connaissais aussi Guterres, etc. La Guinée est un pays ouvert. La preuve, il y a 10 jours, j'étais à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Avant ça, j'étais à Istanbul. Et en octobre, je serai en Chine. Et il y a un mois, j'étais en Arabie Saoudite. Nous avons des rapports très importants avec Abu Dhabi, qui va investir à partir du mois d'août 1,5 milliard de dollars en Guinée. Donc, la Guinée est un pays ouvert. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre Renzi à New York. Nous avons beaucoup discuté. Et j'apprécie beaucoup l'initiative qu'il a prise au niveau de l'Union européenne pour qu'il y ait moins d'immigration. Et je dois présenter aussi mes condoléances pour ce qui est arrivé au peuple italien avec les Sénégalais qui ont été massacrés à Bangladesh. Donc j'ai dit aux hommes d'affaires, la Guinée n'est pas une chance gardée. La Guinée est un pays ouvert. Et lorsque Hollande voyage, il veut vendre le Rafale. Lorsque Obama voyage, il veut vendre le Boeing. Moi, quand je voyage aussi, je veux vendre la Guinée à tout le monde. Donc, les investisseurs italiens seront les bienvenus. La Guinée n'est pas une chasse gardée. Votre capitale, Conakry, a connu ces dernières années un développement immobilier important, avec un trafic urbain difficile. Avez-vous un programme de construire une nouvelle capitale administrative? Non, vous savez, de construire une nouvelle capitale, ça pose tout le problème, mais Conakry, ce n'est pas une ville. C'est pourquoi nous avons signé un accord avec la société qui a transformé Singapour. Nous avons signé l'accord avec cette société pour dire Conakry en 2040. Donc à la fin de l'année, nous aurons un premier schéma pour la transformation de la ville de Conakry, mais en tenant compte de ce qu'ils vont nous proposer, pour que ça ne soit pas développé de façon anarchique. Ensuite, avec le programme des maisons sociales, nous voulons délocaliser les populations du centre vers l'extérieur afin de pouvoir transformer le centre qui est resté depuis la période coloniale. C'est les mêmes maisons qui sont aujourd'hui des taudis. Mais nous avons donc notre politique urbaine va être un peu sur le modèle de Singapour. C'est pourquoi nous avons choisi cette société. Pour que, en partant de ce que la Guinée va être en 2040, donc tout ce que nous allons faire maintenant, c'est pour évoluer vers ce que sera Conakry en 2040. Quels sont les projets que vous considérez prioritaires ou vous souhaiteriez en présence, en implication directe des investisseurs et des opérateurs économiques italiens? Bon, notre priorité aujourd'hui, la Guinée comme pour l'Afrique, c'est l'énergie renouvelable. Nous avons, au niveau du COP21, nous avons insisté pour que l'Europe nous accompagne. Moi-même, j'ai été désigné par l'Union africaine comme président chargé de l'énergie renouvelable. J'ai eu le président de recevoir tout à l'heure une lettre du président Hollande. J'ai rencontré le président le président Juncker à Saint-Pétersbourg pour que l'Europe qui a promis 3 milliards par an puisse donner les 3 milliards d'ici COP22. Donc la priorité d'abord c'est l'énergie. Lorsque j'étais à Davos, au dernier Davos, tout le monde se plaignait de l'intensement de l'économie chinoise. Moi j'ai dit que c'est une chance pour l'Afrique parce que avec nos potentialités, si nous maîtrisons l'énergie et les nouvelles technologies, l'Afrique peut devenir l'usine du monde, c'est-à-dire remplacer la Chine pour ravitailler l'Europe dans les industries qui emploient beaucoup de main-d'œuvre. Et ensuite, en 2050, nous serons plus près que la Chine, donc c'est aussi un grand marché. Donc le problème pour nous aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'énergie et deuxièmement, l'agriculture. Parce que pouvoir nourrir les populations, et c'est l'agriculture qui peut donner le plus d'emplois. L'Afrique a 70% de la population à moins de 30 ans. Donc notre grand challenge aujourd'hui, c'est l'emploi jeune. Donc l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et l'agro-industrie. Voilà les priorités que nous avons aujourd'hui. Vous avez participé à la FAO hier en qualité d'invité d'honneur. On me dit que vous avez fait un discours sur la pêche. Qu'est-ce que c'est la situation de la pêche dans votre pays? Nous perdons beaucoup d'argent dans la pêche à cause de la pêche illicite, clandestine. Donc,
Mais c'est la même chose pour la pêche que tous les pays africains. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de moyens de défense par rapport à la pêche clandestine. C'est pourquoi nous sommes beaucoup impliqués avec la FAO pour nous donner les moyens réellement de lutter contre la pêche clandestine, parce que ça nous menace d'abord nos ressources halieutiques. S'il y a trop de pêche clandestine, nous risquons de ne plus avoir de poissons demain. Et deuxièmement, la pêche peut être d'un grand apport dans le développement du pays. C'est pourquoi il est extrêmement important. Donc j'avais accepté l'année dernière de ne pas choisir des champions, le président Zuma pour les infrastructures, moi pour la pêche. Donc je suis venu représenter l'Afrique dans ce combat contre la pêche clandestine. Vous êtes considéré un panafricaniste. Quel est l'état de l'Union africaine aujourd'hui? Et vous impliquez au sein de l'organisation et prévoyez-vous votre éventuelle implication directe? Bon, vous savez, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons une retraite le 16 parce que nous avons constaté que si réellement nous voulons que l'Union africaine existe, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Si l'Union africaine est financée à 60 ou 70% par l'Union européenne, il est évident que vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant quand vous n'êtes pas capable de vous financer vous-même. Donc je pense que nous avons pris conscience de la nécessité que les Africains prennent en charge le financement de l'Union africaine. Parce qu'il est évident que face au grand rassemblement des États-Unis ont plus de 200 millions d'habitants, la Russie, bon, le Brésil, l'Union européenne, l'Allemagne et la France ont fait trois guerres mondiales, ceux 1970, 1914, 1940. Pourtant aujourd'hui, ils ont une monnaie commune. Nous, on a même fait des guerres. Et nos petits États de 15 millions, 20 millions, on ne peut pas développer parce qu'on n'a pas un marché élargi. Pour cela, il est extrêmement important qu'on prenne nos responsabilités. D'abord, que l'Union africaine résolve les problèmes africains en Afrique, pas aux Nations Unies ou bien en Europe. Donc, mais pour cela, il faut qu'on prenne en charge nous-mêmes le financement de l'Union africaine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on a mis en place une commission qui a réfléchi et nous avons une retraite le 16 pour voir comment nous pourrons d'abord prendre en charge. Et je pense aussi que nous avons une chance, c'est quand les Marocains nous ont dit que le Maroc va revenir à l'Union africaine. C'est important parce que le Maroc est un des grands pays, membre fondateur quand même de l'Union africaine avec le roi Mohamed V. Donc cela veut dire que tous les pays africains seront désormais représentés de nouveau à l'Union africaine. Donc c'est important pour nous, l'unité africaine, parce que c'est le seul moyen de nous développer. L'Israël seul peut donner l'eau à toute l'Afrique du Nord jusqu'au Cap, mais cela ne peut pas se faire en dehors pour venir parfois en Éthiopie, il faut venir à Rome ou à Paris ou à ce qui n'est pas normal, etc. Donc il est extrêmement important que nous développions l'unité africaine. Les terroristes de Boko Haram essayaient de déstabiliser beaucoup de pays en Afrique. On dit que la chute de Kadhafi en serait l'origine. Qu'est-ce que c'est votre avis? Bon, vous savez, lorsque nous avons été élus, le président Issoufou et moi nous a invités au G8 à Deauville. À Deauville, nous avons dit aux grandes puissances, n'intervenez pas en Libye. Votre intervention aura deux conséquences. La somalisation de la Libye, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'État en Libye, parce que qui connaît la Libye sait que Kadhafi gouvernait avec les chefs de Libye. En fait, le gouvernement était fictif. On a dit qu'il y aura la somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous, parce que la Libye était un arsenal. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, la Libye, il n'y avait pas d'État, il n'y a pas d'État, c'est pas de gouvernement. Malgré tous les efforts, nous nous sommes retrouvés avec toutes ces armes dans nos régions. Mais fondamentalement, le terrorisme a deux causes. La pauvreté et l'injustice. C'est-à-dire le terrorisme fleurit sur cela. C'est pourquoi il est fondamental pour nous de développer l'Afrique pour rendre la vie des populations moins pénible. Et deuxièmement, que les richesses soient bien partagées. Si c'est capté par une minorité et la grande majorité dans la pauvreté, évidemment, il y aura toujours le terrorisme. C'est pourquoi si nous sommes obligés aujourd'hui de lutter militairement contre le terrorisme, mais nous ne pourrons vaincre le terrorisme que lorsque nous aurons vaincu la pauvreté et l'injustice. Mais effectivement, bien sûr, Boko Haram n'a pas été créé par la chute de Kadhafi. Par contre, la déstabilisation du Mali, du Niger, est venue à la suite de la chute de Kadhafi. L'accentuation des mouvements migratoires est en train de créer dans les sentiments de rejet des pays d'accueil. En Italie, nous connaissons surtout une forte pression qui vient des pays d'Afrique à traverser la Méditerranée.
en situation inévitable, que nous pouvons avoir en politique de commun pour donner à ceux qui sont contraints de partir trouver un avenir dans le pays. Alors, nous devons remercier l'Italie pour sa politique généreuse à l'égard de l'immigration. Mais le problème de fond, c'est que nos jeunes immigrent. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent du travail en Afrique. S'ils ont du travail en Afrique, pourquoi voulez-vous qu'ils immigrent? C'est pourquoi nous disons aujourd'hui à l'Europe, il faut tenir vos engagements en ce qui concerne l'énergie. Et si nous avons de l'énergie, vous savez, la Chine avait un avantage sur nous. On a une main-d'œuvre pas chère comme la Chine, mais ils avaient une maîtrise technologique que nous n'avions pas. Mais aujourd'hui, les jeunes Africains maîtrisent les nouvelles technologies, ils maîtrisent. Donc aujourd'hui, nous avons une main-d'œuvre pas chère, nous avons la connaissance, nous avons les ressources. Ce qui nous manque, c'est les moyens de développer, c'est-à-dire d'abord l'énergie, parce que vous savez, pour ne pas savoir comment l'énergie change les conditions de vie des populations. Donc il faut que les grandes puissances prennent les responsabilités, ne pas continuer à piller nos richesses. Parce que j'ai dit à Cameroun dernièrement, il y a 3 ans, il a organisé une très grande conférence, Transparency Trade and Tax, c'est-à-dire la transparence à l'égard des sociétés minières, un commerce juste, mais on n'a rien vu. Si les multinationales continuent à piller nos richesses et à nous donner des miettes, il est évident, d'autant plus que ces multinationales aussi, vous ne gagnez rien parce qu'elles ont leur siège dans les paradis fiscaux. Donc à la fois, nous on est victimes parce qu'on les pille, mais vous dites vous êtes victimes parce qu'ils ne payent pas d'impôts chez vous. Donc c'est une bataille en commun. Si vous ne voulez pas de réfugiés, il faut accompagner l'Afrique. On ne demande pas l'aumône, on demande qu'il y ait un commerce équitable, c'est-à-dire que nos produits soient achetés à leur juste prix. On demande qu'on nous accompagne pour, parce que si nous commandons, parce que s'il y a l'énergie, toutes les sociétés, surtout les petites et moyennes entreprises italiennes qui sont très fortes, peuvent s'installer en Afrique s'il y a l'énergie, parce que ça coûte moins cher de faire l'usine quand vous avez de l'énergie que plutôt d'avoir des groupes. Donc le problème de fond, c'est permettre à la jeunesse africaine de ne plus émigrer. Et ça, nous avons la possibilité aujourd'hui, parce que la Guinée a plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Et si nous avons l'énergie, nous pouvons transformer la bauxite en aluminium. Mais aussi l'Afrique est un marché, parce qu'avant, la plupart des Africains utilisaient le bois pour faire des fenêtres. Mais aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'aluminium. Ça veut dire que si nous transformons l'aluminium, nous pouvons vendre aux pays développés, mais nous pouvons vendre aussi en Afrique. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Il faut que l'Afrique se développe et qu'on cesse d'être pillé par les multinationales et qu'il y ait un commerce équitable, pas un commerce déséquilibré comme c'est le cas actuellement. C'est la bataille que nous avons décidé d'engager avec nos amis des pays développés qui comprennent cela. Merci beaucoup. Un dîner a été offert au président de la République et à sa délégation par ses hommes d'affaires italiens. Dîner qui a permis surtout au professeur Alpha Condé d'échanger davantage avec ses chefs d'entreprise sur les possibilités d'investissement en Guinée. Plusieurs d'entre eux ont déjà promis d'arriver à Conakry les prochains jours pour identifier certains projets comme l'électricité, l'agriculture et la construction des logements sociaux.
Prête, monsieur. Caméra, on tourne. Action. Les amis, la saison des pluies a une relation spéciale avec l'amour. Et cet amour ne peut être ressenti que par les amoureux. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux plus rester loin de toi désormais. Où es-tu, Artie? Je suis d'accord que depuis notre mariage, tu as vécu des moments difficiles, surtout ces derniers temps. Mais la famille qui t'a fait